Bienvenue sur Africa 24 pour ce nouveau numéro de décryptage. Aujourd'hui, nous recevons El Hadj Cellou Dalein Diallo, ancien Premier ministre de la République de Guinée et aujourd'hui chef de file de l'opposition politique. Avec lui, nous allons échanger sur les récentes évolutions de la situation sociopolitique en Guinée. Vous multipliez ces derniers mois de mobilisation, notamment dans la capitale Conakry. Serez-vous en campagne politique bien avant le moment indiqué ? Non, un parti politique est en campagne électorale en permanence, naturellement, parce qu'il faut sensibiliser les militants, les fidéliser, leur expliquer les derniers développements qu'on a enregistrés dans la vie politique, notamment les résultats du dialogue qui vient de se tenir. Et c'est important que les militants sachent quelles sont les décisions, quelle est la portée des décisions qui ont été prises lors de ce dialogue. Et il faut aussi que les militants se préparent aux prochaines élections locales qui auront lieu, si le calendrier est respecté, au mois de février. Quelle lecture faites-vous de la situation sociopolitique qui prévaut actuellement dans le pays ? Écoutez, depuis notre manifestation du 16 août, où l'opposition a mobilisé près de 2 millions de personnes, il y a eu des changements non négligeables. On a également obtenu du président de la République un engagement fort de veiller à l'application des décisions de dialogue politique, parce que c'était une condition pour l'opposition d'aller prendre part à un dialogue qui était convoqué par le Premier ministre, par l'intermédiaire du ministre de l'Administration du territoire. Donc au cours de cette rencontre, le président s'est engagé et il a engagé toutes les institutions à respecter toutes les décisions de dialogue, ce qui n'était pas le cas jusqu'à maintenant. Quels sont les points essentiels contenus dans l'accord politique du 12 octobre 2016 dont vous êtes signataire avec le parti au pouvoir et le gouvernement? Naturellement, on a pris un certain nombre de décisions. La première, naturellement, c'est le recrutement d'un cabinet international pour procéder à l'audit du fichier électoral. Je dois rappeler que ce fichier comporte beaucoup d'anomalies statistiques. Et vous avez déjà des circonscriptions dans lesquelles le corps électoral est égal à la population totale. C'est jamais vu nulle part. Et l'opposition a revendiqué que ce fichier soit revu parce que nous étions convaincus qu'il a été tripatouillé pour favoriser le coup KO. Au cours du dialogue, le pouvoir s'est engagé à conduire des enquêtes sérieuses pour identifier les auteurs de ces crimes et les déférer devant les tribunaux. Le gouvernement s'est également engagé à indemniser les victimes de ces violences, c'est-à-dire ceux qui ont perdu des proches et ceux dont les biens avaient été détruits parce qu'ils étaient présumés être des bailleurs de fonds de l'opposition. Quelle est votre position par rapport au point le plus contesté par la société civile et d'autres partis de l'opposition, en l'occurrence celui relatif au remplacement des scrutins locaux par des simples désignations des chefs de quartier et de district? À l'issue de nos discussions lors du dialogue, on s'est mis d'accord que à l'occasion des élections locales, il y a les élections communales, les listes qui seront présentées, parce que les élections communales, c'est un scrutin de liste à la proportionnelle. Et donc, à l'occasion des élections communales, on va désigner le bureau du quartier à la proportionnelle en fonction des résultats qui seraient obtenus là, lors des élections communales. C'est-à-dire que chaque parti va désigner un nombre de représentants équivalent au score qu'il a réalisé dans le quartier. Et que le parti qui est arrivé en tête lors des élections communales désignerait alors le chef du quartier. C'est sur ça qu'on s'est mis d'accord. Donc l'opposition a renoncé à sa revendication première qui consistait à appliquer strictement les dispositions du code électoral, et le pouvoir a renoncé à son idée de faire nommer par l'administration ou par le conseil communal les chefs de quartier. Quelle lecture faites-vous de la situation économique de la Guinée? Vous savez, en 2013, la Guinée a fait un taux de croissance de 2,3%, lorsque la Côte d'Ivoire faisait 9%, le Sénégal 6%, le Libéria 7%, et la Sierra Leone, tenez-vous bien, 15%. Tout ça, c'est pourquoi la Guinée a fait un taux de croissance 3 ans après l'arrivée du président au pouvoir, après l'annulation de la dette multilatérale par nos partenaires. Pourquoi la Guinée n'arrivait pas à décoller?
c'est parce qu'il n'y a pas eu de politique publique de qualité, parce que le gouvernement n'a pas su mettre en œuvre de bonnes politiques. Et 2013, où on a eu 2,3% de croissance, c'est avant Ebola, parce qu'aujourd'hui, le gouvernement, naturellement, a tendance à dire non, c'est Ebola, c'est Ebola. Ce n'est pas Ebola, c'est la qualité des politiques publiques, la corruption. Parce qu'il faut savoir qu'en 2013, en 2014 et en 2015, le pouvoir a attribué des marchés de gré à gré à hauteur de 1,2 milliard de dollars. Mais tous ces marchés, ou la plupart, ont été attribués à l'entourage immédiat du président, avec des surfacturations jamais vues dans les différents secteurs. Nous avons donné beaucoup d'exemples et nous avons dénoncé ça, si bien que le programme avec le fonds et la banque sous la facilité élargie du crédit était pratiquement perdu. C'est pour ne pas pénaliser le peuple de Guinée qui venait de sortir d'Ebola que le Fonds monétaire a décidé de reconduire le programme en faisant des dérogations sur près de 5 critères sur 6. Êtes-vous optimiste au vu de la marche actuelle de votre pays quant à la consolidation du processus démocratique? La Guinée est en crise. J'espère que le dialogue qui vient de se terminer, qui aboutit à l'adoption d'un accord politique, je souhaite vivement que cet accord soit respecté et que nous puissions tous participer à la construction d'une démocratie apaisée, ce qui suppose le respect des droits de toutes les parties. Le gouvernement en tête doit respecter la loi, doit respecter la Constitution, doit veiller effectivement à l'application des accords politiques, notamment celui qui vient d'être signé le 12 octobre dernier. Si cela est fait, ça permettra de faire avancer, améliorer le processus électoral et faire avancer cette démocratie. L'UFDG est engagé, naturellement, à participer à une démocratie apaisée sous réserve que le gouvernement s'attelle à l'application rigoureuse des décisions de l'accord politique et au respect rigoureux de la Constitution et des lois de la République, que la Guinée s'émancipe au plan de la démocratie, au plan des droits humains et au plan de la réconciliation nationale.